Bonjour, bienvenue sur Tsanga TV dans l'émission Nafas. Nafas, c'est aujourd'hui avec Daniel Martial Henry, président du MODEM, pour parler de l'économie. Mais avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour voir tous nos vidéos. Bonjour monsieur. Bonjour Taj, bonjour à Tsanga TV et bonjour à toute la population de Mayotte. D'accord. Donc aujourd'hui, le développement de l'île de Mayotte est l'objet de toutes les attentions. Plusieurs acteurs économiques misent sur le projet gazier en espérant une potentielle retombée économique. Mon cher ami, à qui bénéficiera cette retombée économique? Cette retombée économique bénéficiera bien entendu aux promoteurs qui sont des multinationales, des grandes sociétés qui œuvrent à l'international comme Total ou Elf. D'accord. Mais aussi elle bénéficiera fortement à la population mahoraise. D'accord. Pour rappel, le projet gazier s'agit de mettre en connexion le port de Mayotte aux plateformes gazières qui se trouvent au large de Mozambique. Et ici à Mayotte, le principe est de faire de notre port un lieu d'entreposage, un lieu logistique permettant l'entreposage des matériaux qui seront après affectés dans la plateforme pétrolière qui sera bien entendu à Mozambique. Donc les avantages sont multiples. Il y a déjà des avantages en termes d'investissement, des investissements qui vont se faire, donc ça va générer de l'emploi et de la croissance, mais aussi pour entretenir cette zone, il faudra aussi de la main-d'œuvre. D'accord. À tous les niveaux, au niveau de la sécurité, et puis après, ça nécessitera aussi au niveau bureautique des secrétariats ou des emplois de cadres aussi pour gérer toute cette plateforme. Mais il y a aussi des avantages en termes de construction d'habitation, parce qu'il faudrait que tout ce personnel-là puisse se loger. Et après, des avantages que nous pouvons nous-mêmes ici à Mayotte nous préparer pour des potentiels avantages en termes d'emploi, parce que qui dit plateforme pétrolière dit des emplois à très haute technicité. Nous pouvons d'ores et déjà anticiper et orienter certains élèves dans des filières pétrolières qui sont accessibles. Aujourd'hui, on peut penser que ces filières ne sont pas forcément accessibles pour nous, mais moi je me souviens quand j'étais étudiant à Métropole, on avait souvent des amis qui étaient soit gabonais ou d'autres pays qui travaillaient dans des plateformes pétrolières. Donc c'est des emplois qui nous sont accessibles et il faut que nous, à Mayotte, on se prépare pour justement profiter de cette situation qui nous est vraiment favorable. Si vous me permettez de continuer, il y a aussi des avantages au niveau touristique, parce qu'aujourd'hui tous les cadres ou les ingénieurs qui sont à Mozambique, qui travaillent dans le domaine du pétrole, prennent vacances et se dirigent plus vers l'île Maurice, par exemple, parce que la plupart c'est une clientèle golfique, c'est-à-dire qui joue vraiment au golf, et qu'à l'île Maurice ils ont non seulement les hébergements, mais ils ont aussi les structures d'occupation. Ici à Mayotte, à Combani, juste à côté, nous avons un golf à 9 trous, mais pour que ça soit un golf de standing international, il faut que ça soit un golf à 19 trous.
D'accord. Donc si on améliore ce parc golfique et parallèlement on développe l'hébergement touristique, on peut aussi bénéficier de cette clientèle hautement riche parce que c'est soit des métropolitains bien entendu, mais c'est aussi des Américains, des Anglais qui sont à côté et qui travaillent dans un domaine d'activité où les salaires sont extrêmement élevés. Et nous pouvons bénéficier de tous ces avantages-là. Il y a des avantages directs, il y a des avantages qui sont indirects, bien entendu, mais il y a aussi des avantages que nous-mêmes, nous devons créer, c'est-à-dire créer des conditions pour en bénéficier plus. D'accord. Donc, du coup, vous dites que le projet gazier mozambicain, ça sera plutôt avantage à la population tout d'abord et puis aux grands groupes, si j'ai bien compris. Non. On parle d'avantage. Ouais. Donc l'avantage, c'est d'abord le promoteur lui-même. D'accord. Non, mais après... Mais aussi, leur intérêt, notre intérêt aussi va être impacté puisque ça se fait chez nous et nous serons aussi bénéficiaires. D'accord. Et justement, vous dites au niveau touristique, en ce moment, le tourisme, ça ne décolle pas du tout à Mayotte. Il y a un frein. Et vous dites qu'il faut attendre le projet gazier pour que le tourisme s'y développe. Pourquoi on ne développe pas dès maintenant ce secteur-là? Parce qu'on a tout à y gagner, bien sûr. Parce que on a un des plus grands lagons. On a des belles plages. Qu'est-ce qui manque à Mayotte pour qu'on développe ça maintenant? Non, je n'ai pas dit qu'il faut attendre le projet gazier pour développer le tourisme à Mayotte. D'accord. J'ai dit tout simplement qu'il faut anticiper parce qu'il y a des avantages réels à tirer par rapport à toute cette dynamique économique qui va tourner autour de ce projet gazier et pétrolier. Mais vous me posez la question sur le tourisme. Le tourisme à Mayotte est considéré comme axe de développement prioritaire. D'accord. Mais depuis 2008. Mais le tourisme ne décolle pas parce qu'il y a un problème... je pense d'ingénierie ou aussi un problème je dirais, un problème politique. D'accord. D'abord sur le plan de l'ingénierie, nous pensons souvent qu'il faut que nous ayons une piste longue pour pouvoir générer du développement touristique. Et pourtant, quand vous voyez Nosibé qui est à côté, ils ont une piste à 2100 mètres linéaires, alors que le nôtre est à 1900. Donc avec Nosibé, comme ils ont beaucoup d'hôtels, parce que dans une zone donnée, vous avez besoin de minimum de chambres de standing international pour pouvoir faire du lieu une destination touristique. Les calculs vont sur, les ratios vont sur 800 chambres de standing international. À Mayotte, on n'est même pas à 200. Et ceux qui y sont ne sont pas encore classés aux normes internationales. C'est comme si, grosso modo, il n'existerait presque rien. D'accord. Et là, la question mérite quand même assez d'explications, donc vous m'excuserez si je la réponds de façon un peu plus... De toute façon, c'est l'émission en face, donc on a le... Et merci. Et là, ce que je veux dire, c'est que nous pouvons travailler, si les chambres sont là, les 800 chambres, c'est-à-dire les 800 chambres sont là, ça veut dire que nous aurons atteint
ce seuil critique. D'accord. Et quand nous aurons atteint ce seuil critique, nous pourrons travailler avec des tours opératoires. Ces tours opérateurs-là travaillent souvent avec des charters, c'est-à-dire des avions qui sont aujourd'hui de long courrier, mais de moyenne catégorie. C'est-à-dire c'est des avions qui peuvent amener 200 personnes, 300 personnes, 400 personnes maximum, et qui peuvent, même avec cette piste que nous avons, faire la ligne directe Dzaoudzi-Paris, ou Dzaoudzi-Milan, ou Dzaoudzi-Francfort, ou Berlin, et j'en passe. Parce que c'est comme ça comment à Nosy-Be aujourd'hui ça se fait. On pense que c'est peut-être l'histoire de la poule et des œufs qui doivent être faits en premier, mais ce que nous maîtrisons, ce n'est pas la ligne aérienne, mais nous maîtrisons plutôt les constructions. D'accord. Donc, la question ne se pose même pas pour nous, mais il faudrait justement débuter ces chantiers de construction des hôtels. Et là, sur ces constructions des hôtels, comme j'ai dit, il y a un problème d'ingénierie. C'est que depuis 2004, le conseil départemental a répertorié 9 zones touristiques majeures, dont 6 sont en état de friche. Avec ces 6 sites, déjà les calculs ont été faits, et on peut arriver à 300 chambres de standing international. Le conseil général avait lancé des appels à projets pour retenir des groupes internationaux pour venir construire ces hôtels, mais ça n'a pas abouti, même s'il y a eu auprès de ces groupes comme Accor et j'en passe, auprès de ces groupes, il y a eu quand même un engouement. Ils ont manifesté un intérêt de venir à Mayotte, mais le problème qui se pose, c'est qu'eux, ils ne veulent pas prendre le risque sur la construction. D'accord. Donc, il faudrait que nous, ici à Mayotte, on arrive à mettre en place une ingénierie, une structure, un dispositif global pour intervenir dans le domaine de la construction. Moi, ma proposition serait soit nous appuyer sur la CIM, comme la CIM aujourd'hui construit des hébergements, je dirais, locatifs. Il faudrait qu'on développe les missions de la CIM, qu'elle puisse construire aussi des hôtels, mais pour minimiser les risques, la CIM, en tant que promoteur immobilier, se met en contact avec un promoteur hôtelier. Ils conviennent d'un plan architectural, c'est-à-dire le promoteur hôtelier définit sa conception et ce qu'il souhaiterait voir comme plan. La CIM construit en s'appuyant sur ses recommandations, sur cette charte, et après la CIM met en location sous forme de leasing, c'est-à-dire qu'au bout de 25 ans, le bâtiment quitte la CIM pour appartenir au privé. Et là, on peut facilement, avec une bonne intelligence, on peut facilement arriver à la construction de ces hôtels. D'accord, mais justement, vous dites qu'il manque d'ingénierie. Mais ce manque d'ingénierie, ça fait des années qu'on nous dit qu'à Mayotte, il manque d'ingénierie. Or que maintenant, on a des jeunes qui sont diplômés. Par exemple, vous dites le bâtiment, qui sont diplômés dans le bâtiment, qui sont ingénieurs en bâtiment. Et comment ça se fait qu'on nous dit toujours qu'il manque d'ingénierie?
Je n'ai pas dit qu'il manque d'ingénierie, j'ai dit qu'il y a un problème d'ingénierie. C'est-à-dire ce qui est pour moi ponctuel n'est pas forcément global. D'accord. J'ai dit qu'on avait voulu faire quelque chose, ça a buté, et la proposition que je fais, c'est de nous appuyer sur une agence pour je parle là d'expérience. D'accord. D'expérience. Et c'est comme ça comment je vois si je vois comment on pourrait aboutir à construire ces hôtels et à intéresser les tours opérateurs et à travailler avec des avions de moyenne catégorie. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a aussi un problème politique. D'accord. Parce que on annonce tout simplement qu'on veut faire du tourisme un axe de développement prioritaire, mais le fait de l'annoncer ne suffit pas. Il faut aussi la volonté politique. La volonté et s'impliquer davantage, notamment sur le plan financier. Sur le plan financier. Quand vous regardez aujourd'hui le comité de tourisme qui gère 2 millions d'euros par an depuis 2008, et en une dizaine d'années, ils ont brassé pas moins de 20 millions d'euros, et durant cette période de je peux dire de 10-15 ans, les fonds qui ont été affectés dans le secteur touristique pour soutenir des projets hôteliers ne dépassent pas 3 millions. 3 millions. Donc on dépense plus à faire de la promotion, et alors qu'on oublie que la priorité c'est plutôt la création, la mise en place des structures, la création des structures, des investissements dédiés au secteur touristique. Donc il y a, je dirais, une forme de négligence. De négligence par rapport à l'État ou par rapport... Non, je ne parle pas de l'État. De l'État, par rapport aux forces politiques qu'il y a... Au niveau des exécutifs locaux, c'est à ce niveau-là. Et je ne pense pas que ça soit forcément une manque de volonté, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il existerait quelqu'un qui n'aime pas ce pays. Mais je dis tout simplement que peut-être notre façon de nous organiser, notre façon d'échanger, de discuter, la méthodologie qu'on emploie pour créer un effet synergie autour des projets d'envergure du territoire, c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Quand on est détenteur d'un pouvoir dans une république comme la nôtre, je pense que le mieux c'est de pouvoir associer autour de soi toutes les intelligences et les bonnes volontés pour que tout le monde rame dans le même sens. Je me souviens à l'époque, avant 2004, à l'époque de Bamana, il y avait souvent des colloques au Conseil général, les gens discutaient et souvent les objectifs qui étaient collégialement définis dans ces forums et ces colloques étaient vraiment suivis d'effet. Et alors qu'aujourd'hui on discute très peu des problèmes, on échange trop peu. Et c'est cette méthode de travail, je pense qu'il faut changer, avoir plus de considération les uns des autres et savoir où est-ce qu'on va prendre la bonne idée, la bonne formule. Après, on peut, je pense, de façon collective, on peut y arriver. On peut y arriver, d'accord. Si Mayotte est un point stratégique dans son implantation géographique, pourquoi ne développe-t-elle pas sa coopération régionale où elle a tout à y gagner, bien sûr? Oui, Mayotte a un positionnement stratégique privilégié, et ça depuis très longtemps. Nous sommes dans le canal de Mozambique, entre Madagascar et le côte est de l'Afrique.
dans une zone qui était autrefois ce qu'on appelait la route des épices, avec les caravanes, les bateaux de l'époque, depuis le 15e siècle. Et nous sommes à quelques kilomètres de Madagascar et du côté de l'Afrique, avec Mozambique, où aujourd'hui il y a le gaz, avec la Tanzanie, avec lequel nous partageons la même culture et la même langue, plus ou moins. Exactement. Et par exemple le Kenya. Et la coopération régionale est viable. Est viable pour Mayotte. Parce que dans cette zone, il s'offre à nous plusieurs opportunités. Je prends un exemple à Mayotte avec la filière bois, tout ce qui est mobilier. On sait qu'au Kenya, c'est un très grand pays producteur de bois, de bois moins cher, de très bonne qualité. Il y a un port à Mombasa qui travaille avec, qui est en lien avec Dubaï, Maurice et Mayotte. Si les entrepreneurs, par exemple les menuisiers, se rassemblaient pour créer comment on appelle ça? Une association, une centrale d'achat, ouais. Qui centralise leurs commandes. Ils pourraient acheter le bois à moindre coût et après développer la filière, développer tout ce qui est mobilier en bois massif ici. Mais cette politique-là doit aussi être accompagnée par une volonté des autorités locales, en ce sens qu'on arrête d'acheter les mobiliers de bureau, puisque c'est les administrations qui sont les plus grands clients dans ce domaine-là, qu'on arrête d'acheter des produits finis dans ce domaine-là qui viennent de l'extérieur, mais qu'on privilégie l'achat des mobiliers au niveau local. Mais ça nécessite aussi de la création des zones d'activité économique en donnant la priorité à ces entreprises de menuiserie de s'installer parce qu'ils sont aujourd'hui à l'intérieur des villages et ça crée beaucoup de nuisances et ils perdent en termes d'échange parce que pour acheminer du matériel dans ces menuiseries, c'est compliqué et tout, donc il faut vraiment qu'elles aient la priorité de s'installer dans des zones d'activité économique. Vous voyez, c'est toute une boucle. D'accord. Mais là déjà vous parlez de bois, mais à Mayotte il manque beaucoup de choses, par exemple même la viande, il manque presque tout. Justement, pourquoi on ne développerait pas? Qu'est-ce qui manque pour qu'on Moi, ce que je voyais aussi dans la coopération régionale, c'est plutôt tout ce qui est fruits. Mais les fruits, au lieu que ça arrive à Mayotte en état brut, que ça arrive semi-transformé dans les pays d'origine, qu'on importe par exemple de la pâte, de la purée de fruits, très abondant dans la zone. Après, on transforme en produit fini ici et empaqueté et commercialisé dans l'Union européenne. Puisque Mayotte, depuis 2014, est entré dans l'Europe. Pourquoi je ne parlerai pas vraiment de... Bon, aujourd'hui, on prend la viande au Brésil. Pourquoi je ne parlerai pas de viande? Mais cette viande qui s'achète au Brésil doit être produite à Mayotte, c'est du poulet. Doit être produit à Mayotte. Et ce que nous devrons acheter dans la zone ou à l'extérieur, c'est des produits qui devraient être transformés sur place.
mais des produits qui entreraient à l'état brut, comme la viande de volaille. La quantité que nous consommons tous les ans, la quantité d'importation, constitue un volume assez grand pour pouvoir générer l'activité au niveau local. Parce qu'en termes d'économie, vous avez ce qu'on appelle les masses critiques. C'est-à-dire c'est la quantité à partir de laquelle une activité sur un territoire peut être rentable. Donc avec les produits comme les mabawa, nous avons cette masse critique et cette activité peut être faite à Mayotte et substituer les importations de mabawa à des produits qui seront réalisés au niveau local. D'accord. Mais maintenant, ma question c'est pas comment, parce que là, ce que vous dites là, c'est comment on fait, vous donnez déjà la méthode. Comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, mais justement, ma question c'est comment on va développer cette coopération régionale. C'est pas comment on va développer les produits, comment on va développer cette coopération régionale. Est-ce qu'il faut que l'État y met de la volonté, ou le conseil départemental y met de sa volonté, ou comment on va faire pour justement développer le service public, que ce soit l'État ou le conseil départemental en matière de coopération régionale, doit accompagner et sécuriser les échanges. C'est dans ce domaine-là où je vois son rôle. Mais l'idée de coopérer, il faut le voir dans une optique relationnelle entre acheteurs et vendeurs. D'accord. Donc un acheteur mahorais ou un vendeur mahorais se met en contact avec un acheteur réunionnais ou un acheteur mozambicain ou un vendeur mozambicain pour pouvoir assurer des échanges. Et que l'État, à travers les ambassades, sécurise tous ces échanges, donne les informations qui existent. Mais il ne faut pas attendre que ce soit un État qui va faire des échanges avec un autre État. Ça n'a pas de sens. On est dans un monde économique. D'ailleurs, c'est là où on a fait l'erreur quand on parlait de coopération régionale au début, c'était plus des échanges culturels et associatifs. On envoyait des associations un peu partout avec des budgets. Les autres associations venaient ici. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui payaient. Aujourd'hui, nous devrons avoir une approche plutôt gagnant-gagnant, une approche mercantile, commerciale, une approche d'affaires. Et justement, nous mettre en relation avec les producteurs et vendeurs de la zone pour pouvoir tirer profit des possibilités. Des avantages, voilà, gagnant-gagnant. Entre le plan de convergence, le SAR, la loi Mayotte, quelle est la stratégie ou la feuille à adopter pour le développement économique de Mayotte? Déjà sur le plan de convergence, vous avez 1,6 milliard d'euros qui sont prévus et qui devraient être injectés dans le circuit économique local dans une période de 3 ans et qui ciblait un certain nombre d'investissements de masse, d'investissements d'envergure, la construction de l'hôpital, la construction des écoles, de collèges, de lycées et j'en passe. Donc c'est déjà c'est une manne financière qui va être injectée dans le circuit économique. Toutes ces constructions-là vont nécessiter des emplois, donc des revenus. Et là, la stratégie serait justement de former les jeunes pour occuper tous ces emplois.
Parce que bientôt, le ministre a annoncé que l'hôpital de Kombani va être construite. Va être construit. On sait que ça va être le plus grand hôpital de Mayotte. Et il faut se poser déjà la question combien de main-d'œuvre il faudrait, discuter avec les entreprises et après anticiper pour pouvoir former des jeunes et occuper ces emplois. C'est déjà un premier point. C'est la stratégie qu'il faut adopter. Maintenant, au niveau du PADD, qui a été validé par le conseil départemental en 2004, voté en 2004 et validé en 2008 par le conseil d'État, il est bien répertorié que 3 zones d'activité, 3 zones d'activité économique majeures pourraient être mises en place dans les grands carrefours de Mayotte, comme Dzumounié, Kombani et Chirongi. Aujourd'hui, force est de constater que après bientôt, je dirais, si on prend la date de la délibération du Conseil général, bientôt 20 ans, et le projet n'est pas mis en place. Donc maintenant, et puis les zones touristiques majeures qu'on a dit tout à l'heure, notamment les 6 zones sont restées en état de friche, aucun projet n'y est installé. Et là, donc ce document qui avait vocation stratégique et qui devrait encadrer le développement de Mayotte, n'a pas vraiment été suivi d'effet. Comme il faut. Mais justement, parce que vous dites que ça a été voté, en 2008 et en 2018, et il propose aux Mahorais le SAR. Est-ce que c'est pas, économiquement, parce qu'il y a des zones économiques depuis en 2018 qui étaient sur le PADD, qui revient sur le SAR, l'hôpital, pareil, les zones touristiques. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mener un peu en bateau voilà. Le PADD, c'est un document du conseil départemental. D'accord. C'est le conseil départemental qui n'a pas pu réaliser les opérations. Mais le document a été voté en 2004 et avait une durée jusqu'en 2017. C'est-à-dire, après 2017, il fallait réactualiser le PAD. Mais comme maintenant, ça ne s'appelle plus PAD, puisque nous sommes région aussi, département et région. Donc, au lieu de PAD, on parle plutôt de SAR. C'est juste un changement de dénomination. D'accord. Et même là, le SAR, on dit SAR, c'est mode d'aménagement régional, mais comme en matière d'aménagement, nous sommes dans un régime dérogatoire. C'est-à-dire que tout le droit commun ne s'applique pas à Mayotte dans l'aménagement. Est-ce que le SAR en question, est-ce que c'est vraiment un SAR qui a la même valeur juridique comme en métropole? Mais en tout cas, fondamentalement, que ce soit PADD ou SAR, c'est la même chose. Ce sont des documents qui font des recommandations en termes d'aménagement, lesquels aménagements, en fait, qui sont ces recommandations sont opposables, c'est-à-dire toute la population, tous les individus sont tenus de les respecter. D'accord. Et donc, que ça soit PADD ou SAR, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Et vous m'avez aussi posé la question là sur la loi Mayotte. Je ne vais pas parler de la loi Mayotte, mais je vais plutôt parler de... est-ce que ça soit la loi Mayotte ou bien que ça soit la loi de 2001 ou bien
la loi de 2001 qui nous régit jusqu'à là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi de 2001 a défini des domaines d'intervention économique avec des dispositions. Dans le domaine d'intervention économique, il y a eu des dispositions qui étaient répertoriées, comme par exemple les aides économiques que le Conseil général applique aujourd'hui. Mais le Conseil départemental a aussi la possibilité de faire des prêts à des structures. Ce dispositif n'est jamais mis en place, ce qu'on appelle les prêts bonifiés. C'est des prêts, mais avec des taux d'intérêt très bas. Ils peuvent négocier avec les banques peuvent faire les prêts en question, mais le Conseil général peut prendre en charge une partie de l'intérêt pour minimiser les risques d'exploitation. Et puis après, tout ce qui est société d'économie mixte, le Conseil général a aussi la possibilité de créer des sociétés sans être en concurrence avec les promoteurs privés, mais dans le cas échéant, c'est-à-dire si une activité est difficile à réaliser par le privé, le Conseil général peut le mettre en place, comme par exemple aujourd'hui les bus sont défaillants à Mayotte, on peut créer un système de transport où le Conseil général serait partenaire financier, apporterait des capitaux ou des prises de participation dans ces sociétés-là. Donc toutes ces lois-là, quelles que soient, nous donnent beaucoup de possibilités et de marge de manœuvre, malheureusement, qui ne sont pas aujourd'hui exploitées, utilisées. D'accord. Et justement, pendant le Covid, tous les pays, ils ont misé sur le high-tech, sur le e-commerce. Et pourquoi Mayotte, il a toujours du retard sur ça? Je n'ai pas, à titre personnel, senti du retard par rapport à ça, parce que aujourd'hui, la nouvelle technologie de l'information et de la communication est quand même assez développée à Mayotte. Je ne dis pas qu'elle est développée comme en Silicon Valley aux États-Unis, mais à notre échelle, elle est déjà assez développée. Et tout de suite, j'ai vu des commerçants qui ont, à travers les réseaux sociaux, les Messenger, Facebook, le WhatsApp, et j'en passe, ils ont tout de suite réagi et continué à commercer avec l'extérieur sans qu'ils pourraient se déplacer directement. Et le télétravail a été très vite suivi d'effet. Tous les organismes qui ont mis en place le télétravail ont eu satisfaction. Et après, pas seulement ça, mais il y a aussi les assemblées, que ce soit le conseil municipal ou le conseil départemental, les réunions se faisaient en vision, ou même entre groupes d'amis, groupes de fréquentation, ou entre associations, groupes d'associations, les gens faisaient les réunions en vision. D'accord. Donc, vous dites au niveau économique, sur la toile, il n'y a pas de, on n'est pas en retard. En termes de communication, on a su quand même réagir très vite. Seulement, maintenant, il faut poursuivre le programme de l'informatisation de la société. Sans qu'il y ait de lien avec le Covid, parce que c'est aussi du domaine stratégique. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit encore les gens faire la queue pour aller payer l'eau ou l'électricité,
il y a encore des efforts à faire pour que cette technologie soit adaptée par tout le monde. Je dirais vulgarisée, Ouais. et que tout le monde puisse en avoir accès. D'accord. Et aussi faire des efforts sur le coût des abonnements téléphoniques ou le coût des appareils. Ça coûte très cher. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est un problème de taxation douanière? Je ne pense pas. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas un encadrement des prix dans ce sens-là? Et après, en termes des abonnements, voilà, faire aussi des efforts. Voilà. D'accord. Des chiffres récents montrent que Mayotte traverse une période d'inflation qui va durer encore et encore quelques années. Hein. Et les salaires, quant à eux, restent gelés. Le développement de Mayotte peut-il se faire avec un tel décalage de pouvoir d'achat des Mahorais? Alors, d'abord, les salaires de Mayotte ne sont pas gelés parce que on voit comment les salaires augmentent régulièrement. Sauf que qui dit augmentation des salaires dit seulement subvenir aux besoins de ceux qui travaillent seulement, mais pas ceux qui sont au chômage. Maintenant, s'agissant de l'inflation, l'inflation, c'est une hausse générale des prix et qui a un lien avec l'augmentation des salaires, mais le lien n'est pas, dans le cas nous concernant, n'est pas très fort parce que nous sommes un territoire tributaire des transferts qui viennent de la métropole. C'est la métropole qui nous assure tous les ans. Il y a presque 2 milliards que l'État français injecte sur Mayotte à travers les collectivités ou les services de l'État. Et ces 2 milliards qui arrivent dans un territoire où il n'y a aucune production en parallèle, ça fait tout simplement un effet de gonflement des prix qui sont sur le territoire. C'est cette manque d'activité au niveau interne, cette absence de production au niveau interne qui fait que les prix sont élevés. Il y a ce fait-là, mais il y a aussi un fait de mode, c'est qu'aujourd'hui, avec la modernisation, les gens considèrent qu'un produit qui vient de la métropole, même si c'est de yaourt par exemple, qui est un produit normal, naturel là-bas, quand il arrive ici, il est considéré comme un produit de luxe. Et donc le luxe coûte cher. Et donc la seule façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas de l'inflation à Mayotte, une très forte hausse des prix, c'est de ce qu'on appelle l'économie endogène, c'est-à-dire c'est de pouvoir produire sur place et en quantité suffisante, d'accord, pour et là on n'aura pas de l'inflation. Mais justement parce que vous dites que les salaires ils sont pas gelés, ni l'inflation c'est par rapport à la métropole, mais aujourd'hui je prends toujours l'exemple sur la viande. La viande, il est passé de 52 ou 53 euros à 60 euros. Et c'est-à-dire, il a rebondi à peu près de 20 à 30% d'augmentation. Je prends par exemple le pack d'eau, il est par exemple entre 10 à 15%. Or que les salaires aujourd'hui, ils sont entre 0,5, allez, maximum 1% d'augmentation. Est-ce que les Mahorais, ma question, je reviens encore, est-ce que les Mahorais, comment ils vont faire avec cette décalage? Oui, justement, ce qu'il faudrait réellement comprendre, c'est que quand vous êtes un commerçant, vous avez un établissement.
un établissement où vous pouvez faire un rayonnage. D'accord. Vous importez, ce qui est le cas à Mayotte, périodiquement une quantité donnée de denrées. Ça peut être le riz, par exemple. Et la population augmente. Mais vous pouvez toujours augmenter, toujours importer le même nombre de sacs de riz. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter le prix. Il va falloir que vous-même, vous faites encore d'autres investissements pour pouvoir importer d'autres sacs de riz, pour pouvoir, quand la population augmente, maintenir le prix. Justement, là, je mets en lien la production au niveau interne par rapport à la masse salariale, c'est-à-dire par rapport aux salaires qui sont versés. Quand les salaires augmentent, mais ou bien quand il y a plus de bouches à nourrir et que la quantité qui se trouve sur le marché reste la même, le prix va sans doute augmenter. Mais on ne peut pas, justement, comme c'est du riz, il faut un lieu d'entreposage. Donc on est soumis à des investissements, d'accord, qui sont basés sur notre capacité à pouvoir importer. Mais si c'était par exemple des ailes de poulet qui étaient produites sur place, si par exemple le nombre de bouches à nourrir augmentait, il allait y avoir de la réactivité parce que les producteurs locaux allaient se dire, tiens, l'année prochaine, on va me demander plus de poulets, et donc il y aurait moins de contraintes d'investissement en capacité, et on allait pouvoir justement satisfaire cette demande sans voilà, et que cette production qui serait générée au niveau du territoire maintiendrait les prix constants, voire même les faire diminuer. Et c'est pour ça que en fait l'inflation à Mayotte est tout simplement liée à déjà une limitation des importations par rapport aux établissements qui sont sur place. Si vous avez une capacité de rayonnage de 10, vous en achetez 10. Mais moi, personnellement, ma vision, ce n'est pas d'aller dans les importations. Mais si on pouvait, ces produits qu'on importe, par exemple les ailes de poulet, en tout cas ces produits de base, si on pouvait les réaliser localement, avec une très forte quantité, on aurait pu lutter contre ce phénomène d'inflation. C'est ça je dirais, l'objectif de Mayotte doit être sur ça. D'accord, ok. Et demain, vous êtes élu. Qu'est-ce que vous ferez ou qu'est-ce que vous mettrez en œuvre justement pour que l'économie mahorais brille? Alors, si un jour j'ai la chance d'être élu, ce qui anime mon esprit aujourd'hui, c'est faire ce qu'on appelle de l'économie inclusive. D'accord. L'économie inclusive, c'est quoi? L'inclusion, c'est le fait de tenir compte de chaque individu et de lui proposer une activité qui correspond à ses aspirations et à ce qu'il est. Donc, en matière économique, l'économie inclusive, c'est le fait de persuader chaque Mahorais que, ne serait-ce que par le fait qu'il a une force physique, il peut être un élément qui peut contribuer à son propre développement et que chaque individu pense que il peut être en lien avec le développement économique, il peut être en lien avec
avec l'entreprise, il peut être en lien avec l'artisanat. Et chaque individu pense qu'il est un potentiel producteur. D'accord. Parce que jusqu'à là, les gens pensent qu'il faut former les enfants pour qu'ils soient demain des fonctionnaires. Aujourd'hui, nous devrons changer la tendance. Il faut former les enfants pour qu'ils soient des agriculteurs, des éleveurs, qu'ils soient des ingénieurs en bâtiment, en aviation civile, ou j'en passe. Et aujourd'hui, notre système de formation au niveau local, on prend ceux qui ont échoué à l'école, ou en tout cas ceux qui n'arrivent pas à bien suivre, pour les mettre dans les filières techniques. Parce que la filière technique est considérée comme une filière d'échec. Il faut changer ce système de valeurs et justement prendre ceux qui sont les meilleurs et peut-être développer davantage nos lycées en y mettant un peu plus de filières technologiques et prendre ceux qui sont les meilleurs, par exemple, pour les mettre, ou en tout cas créer une bourse, d'accord, créer une bourse pour inciter les jeunes à aller dans les filières technologiques, au même titre que dans les filières, par exemple, de médecine, comme ça se fait aujourd'hui, mais dans tout ce qui est technologie de pointe, c'est-à-dire l'agronomie, des études d'ingénierie, mais dans le secteur technique, de bâtiment, d'électricité, électronique, et préparer le citoyen mahorais de demain comme un potentiel producteur et non comme un potentiel consommateur. C'est ça ce qui anime mon esprit aujourd'hui. D'accord, d'accord. D'accord. Bon, Daniel, Ambarazaou, en bref, Ankibati Maori, Holonga Manakori, ou Ankibati Maori, et tout Karakori. Bon, Azafa, disons, bon, vous la Kimaori. D'accord. Ankiba, il y a Maoreban, yani shitu ya kalazimu rielewe, amba Ankiba de shitu shindo irle. Leoneka ambara harmatsi ambari ngano ya mramar sunu venze, ngano ya muhogo sunu venze, tsoholer sunu venze, bawar sunu venze, nyamar sunu venze, ile kweli suye shibe Ankiba yatu de ulao. Wala kastombolesha wakazi be ikai lazimu isirikali babuzi ya shimaore tsilagwa serikali ya daula manaskar lao ka hunu urongwa serikali ya daula kaisfanya serikali ya daula kaisfanya nede waswaja orina zila meri rina na conseil general ambazo de kalazimu za handa zifanye obo ile joitibe basi usparamba yankiba uyo kaisi kijwambeli harma iti be de kinyume de fanshi hao vabor tsarongowe amba wasi yori yanzimiao wami hususwani yoni yanzimiao de maore ashinda atanabahi amba vale wai hawe lokamba abolwa shitwa ya ufikiri abolwa na mihono na minru ashinda ile amba wae ushinda afanye zile zilokamba yani zibirdwa zile wasirizu novenze yani maore ashinda jwamba wae ushindo zifanya maorevani neka avolwa tena nafasi na zinafa kamba afanye shtuile yani kai lazima rale tena wana watu ambao wake mafonctionnaire meso bei lazimu ruale namna amba mesoho wake walozi wake watu walimizi be walimlizi wa leo tumaru mlimizi wa shihali amba ngashombo be mlimizi wa leo wo mlimizi leo kamba atajirishiha au mlozi wa leo mlozi leo kamba atajirishiha yani jomba utajiri watu rinao mihononi hatu yode ni ono nzuzuri. D'accord. Merci beaucoup à vous. On arrive à la fin de l'émission.
Merci Daniel. Merci Taj et merci à Tchanga TV et merci beaucoup. Merci.